Et coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour les sorties poche et manga du mois de mars, comme tous les avant-derniers dimanches du mois. Sur ce, allez, bon comme d'habitude, hein, je suis en live, donc on attaque tout de suite avec donc, mon petit diaporama, comme d'habitude, avec le classement par genre. Bon, j'avoue que là c'est un petit peu dominant, c'est pas très, là c'est pas très éclectique, hein, j'avoue. Il y a même pas de fantaisie, en fait il y en avait, mais il y avait rien qui m'intéressait. Comme, alors voilà, la petite précision, hein, c'est vrai que je préfère le repréciser à chaque fois. Je choisis ces sorties en fonction de mes goûts. Il n'y a pas de genre en particulier, hein, c'est vraiment en fonction de mes goûts. Donc c'est soit des livres que j'ai envie de lire, soit des livres que j'ai, parce qu'en poche, ça peut être des livres que j'ai déjà lus, mais que j'ai envie de vous recommander. Voilà, en gros c'est ça. Il peut y avoir des exceptions aussi, mais en gros c'est ça. Voilà, donc ouais, pas très éclectique, beaucoup de thrillers et de contemporains. C'est vrai que c'est un peu mes deux genres de prédilection, donc c'est pas très étonnant non plus, mais des fois j'essaye de choisir d'autres choses. Ah ouais, Karine, ah oui, c'est vrai, toi t'étais partie pour 1 an en Suisse. Oui, alors pardon du coup pour YouTube, parce qu'en fait on parlait de voyage. On a parlé pendant presque une demi-heure de voyage, et du coup on est encore là-dessus, donc voilà. Du coup c'est pour ça que je réponds aux commentaires, hein, ne vous formalisez pas. Mais oui, du coup Karine, t'y vis encore. C'est ouf. Voilà, donc seulement 4 mangas, enfin 3 mangas et un manhwa qui sont... Les manhwas sont les mangas coréens. Voilà, c'est pas beaucoup, mais c'était la sélection de ce mois-ci était pas ouf, donc je vous ai mis ce que j'ai pu. Alors c'est parti. Il faudrait peut-être que j'ouvre le diaporama. Ce serait pas mal. D'ailleurs, je vais le mettre. Oh non, c'est bon, je le laisse là. Non, pardon, hein, ça m'a fait bouger. Ben non, je vais le laisser là. Du coup, je vais laisser là puisque j'ai mon. Ah oui, mais si je le laisse là. Ah ah. Non, je vais le mettre là. Oui, désolé, c'est vrai qu'en fait, j'ai changé d'écran depuis peu. Voilà, je vais mettre mes anti-sèches de ce côté. Donc, le premier, c'est j'allais dire le nouveau Grisham. Non, en fait, c'est pas le nouveau, puisque c'est une sortie poche. Mais pour une fois, j'avoue que je suis pas très fan d'habitude. Enfin, je suis pas très fan, j'ai jamais lu hein, John Grisham, mais c'est pas que je suis pas fan, c'est que je suis pas forcément attirée vers le thriller judiciaire. Il y en a qu'un que j'ai très envie de lire de John Grisham, c'est Non coupable, parce que c'est quand même un classique. Mais celui-là, il me dit bien, on n'est pas... J'ai mis thriller judiciaire, mais on n'est pas vraiment là-dedans, en fait. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on soit là-dedans. En fait, on va suivre un libraire qui s'appelle Bruce, qui va... alors, attendez. Ouais, c'est ça. Qui doit accueillir un auteur qui vient présenter son dernier best-seller. En fait, ils vont fêter ça ensemble, quoi. Sauf que à ce moment-là, il y a un cyclone qui va tout dévaster. Ça se passe où d'ailleurs? On nous le dit pas. L'île de Camino, mais je sais pas où c'est. Donc il y a une tornade qui va tout dévaster et qui va faire une victime, enfin qui va faire plusieurs victimes, hein, mais notamment un ami de Bruce, Nelson Kerr, d'où le titre, qui est auteur de thriller. Mais quand son cadavre est découvert, en fait, on se rend compte que ses blessures n'ont pas trop l'air d'avoir été causées par la tempête. Et Bruce, lui, il est persuadé qu'il a été assassiné. Et il se trouve qu'il va, sur une clé USB, il va découvrir son dernier roman, son nouveau roman, à Nelson Kerr. Et donc il va le lire parce qu'il est persuadé que le tueur, il sera désigné dedans. Je sais pas pourquoi, il y a forcément une explication dans le livre, mais voilà. Et donc il va se mettre à lire son roman et il va découvrir des choses auxquelles il ne s'attendait pas. Voilà, ça a l'air pas mal, hein.
Moi, j'aime bien, hein, j'aime bien les trucs de mise en abîme sur les écrivains, tout ça. Ah ouais, c'est vrai, Silou, je connais pas du tout sa vie. Et du coup, ouais, peut-être que je pourrais commencer découvrir cet auteur avec celui-ci. Franchement, il me fait bien envie, celui-là, hein. En plus, il est pas très long parce que souvent, c'est ça aussi qui me freine avec John Grisham, c'est que souvent, c'est des pavés, en fait, ces livres. Et bon, vous savez que je suis pas très adepte des pavés. Et du coup, là, je me dis, il est pas très long, celui-là, voilà, 400 pages, ça se lit bien. Donc, ouais, ouais, ça, plutôt classique finalement, mais le fait qu'on soit dans le milieu de l'écriture, ça peut être vachement intéressant. Donc ouais, ça peut être un truc que je pourrais lire. Donc voilà pour cette première sortie qui sortira donc le 1er mars au livre de poche. Toujours le 1er mars, encore un thriller, La colline aux disparus de Tana French, et toujours au livre de poche d'ailleurs. Donc, dans cette histoire, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là. Excusez-moi, hein, je suis pas encore bien... Voilà, je suis pas encore bien organisée avec cette nouvelle... ce nouveau truc, ce nouveau bureau. Voilà. Donc, dans cette histoire, on va suivre Cal, qui est un ancien flic de Chicago, qui a besoin de tranquillité, qui va s'exiler en Irlande, dans un petit village pas complètement isolé, au milieu de nulle part un peu. Mais un jour, il y a un gamin qui va venir le supplier de retrouver son frère aîné qui a disparu. Et donc, Cal, il n'est pas de ouf avec ça, parce qu'il n'a pas du tout envie de reprendre ses anciennes activités, et on peut le comprendre. Sauf que il se rend compte, parce que bon, lui il se dit, c'est bon, il y a bien quelqu'un qui va s'en charger, sauf que en fait il se rend compte que personne n'en a rien à battre dans le village. Tout ça parce que leur famille était pas très bien, était pauvre et pas très bien vue par les habitants. Et donc il va décider de quand même rendre justice à ces pauvres garçons, et donc il va enquêter sur la disparition de l'adolescent. Enfin, je suppose que c'est un adolescent. Et il va découvrir pas mal de mensonges et de secrets dans ce village. Voilà. On n'en sait pas plus. Moi, j'aime beaucoup les trucs ruraux comme ça. Donc, je me rappelle l'avoir repéré déjà quand il était sorti en grand format, celui-ci. Et du coup, maintenant qu'il est en poche, ouais, ça peut carrément m'intéresser. Voilà. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu ici, parce qu'il avait bien marché à sa sortie, il me semble. Hein. Enfin, il avait fait pas mal de bruit à sa sortie. Il n'y a personne qui l'a lu, celui-ci. J'aurais pensé. Bon, tant pis. J'aurais bien aimé avoir vos avis. Mais visiblement pas. Allez. On passe à la suite. Alors, on passe au premier manga. Il s'agit de Mighty Mothers, le tome 1 de Eiji Karasuyama, qui sortira chez Mangetsu le 1er mars, toujours. Et qui sera en 3 tomes. Voilà, ce sera une série complète de 3 tomes. Donc ça, c'est bien parce que... voilà. Bon, moi, personnellement, j'aime pas, hein, vous le savez, j'aime pas trop les trucs à rallonge. Ça me saoule vite, je me lasse très vite. Donc c'est bien quand les séries sont courtes. Ok, Viviane. Ok, les filles. Et bon, alors je suis pas spécialement fan des trucs d'action, hein, d'habitude en manga, mais là, c'est pas pareil, parce qu'en fait, on va suivre une mère célibataire dans une société. Tiens, d'ailleurs, je me demande si c'est pas un peu dystopique, parce qu'on nous dit dans une société gangrénée par la pauvreté et les inégalités. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, oui, c'est... pas besoin d'être dystopique pour que ce soit le cas. Mais le fait qu'il le précise comme ça fait un peu genre dystopie. Mais bon. Et en fait, on va suivre donc, c'est Akane. Akane qui est une mère célibataire, donc qui s'occupe de son fils la journée. Et la nuit, en fait, elle se transforme en mercenaire. Quand je dis elle se transforme, elle se transforme pas littéralement. Hein.
Mais elle va, en gros, elle va jouer les justicières et aller défendre la veuve et l'orphelin. Et ouais, du coup, voilà, moi j'aime bien l'idée que ce soit une mère célibataire. Et voilà, on est un peu, c'est limite un truc, c'est limite un peu un truc de super-héros en fait, hein, voilà, pour lutter contre les inégalités, tout ça, parce que c'est vraiment ça. Voilà, elle va défendre les faibles et les opprimés. Bon. Et je suis franchement d'ailleurs, je suis particulièrement étonnée que ce soit qu'en 3 tomes. Parce que si c'est en 3 tomes, et en fait c'est bien, parce que si c'est en 3 tomes, ça veut dire qu'il y a vraiment une histoire qui est développée. Parce que 3 tomes, ça sous-entend vraiment, voilà, il y a un début, un milieu, une fin, et donc il y a vraiment une histoire de développer dedans. Quand ça repose vraiment, si ça reposait vraiment sur le côté, voilà, elle a des missions à chaque fois, c'est un truc un peu sans vraie histoire, là, ça serait un truc avec 15 milliards de tomes. C'est-à-dire, à chaque tome, elle a une nouvelle mission, vous voyez le truc. Donc vraiment, je pense que du coup, ça peut être intéressant, le fait que ce soit en 3 tomes, parce qu'il y a moyen qu'il y ait une vraie histoire dedans. Voilà, parce que sinon, autant exploiter le truc. Hein. Donc voilà pour celui-ci. Après, je suis pas sûre de l'acheter, honnêtement. Franchement, je sais pas, on verra. Je regarderai s'il y a des retours intéressants dessus. On retourne dans le thriller, et toujours le 1er mars sortira Prophétie de Peter James chez Bragelonne. Alors pareil, je crois pas que j'ai déjà lu cet auteur, qui est extrêmement connu. Mais celui-là, il me tente bien. Alors, pareil, synopsis très classique finalement, mais je sais pas. C'est le genre de truc qui me plaît, donc voilà. On va suivre donc Francesca, qui est archéologue. Et qui va se lier, alors je pense qu'elle va avoir une romance avec un homme assez aisé, qui s'appelle Oliver. Sauf que au moment, après l'avoir rencontré, en fait, il va se passer plein de coïncidences bizarres. Et même des accidents. Et même des morts. Et notamment des étudiants de son cursus universitaire, puisqu'elle est prof à l'université aussi, hein, voilà. Des étudiants qui meurent dans d'étranges circonstances. Et donc Francesca commence à se dire, est-ce qu'il n'y a pas un complot quelque part, ou est-ce qu'elle est victime, est-ce qu'elle ne serait pas victime d'une malédiction? Est-ce qu'elle n'est pas en train de perdre la tête? Bref, et voilà, et du coup elle ne sait plus à qui elle peut faire confiance. Surtout que y a un rapport bizarre apparemment entre Oliver, donc l'homme qu'elle a rencontré, et son fils Edward. Alors je sais pas si c'est son fils à lui ou son fils à elle, elle ne le précise pas. Mais je pense que c'est son fils à lui. Ouais, c'est ça, parce que quelque chose la dérange chez ce garçon. Et elle se met à soupçonner un secret qui pourrait lui être fatal. Alors, je sais plus qui c'est cet après-midi qui disait ouais, il y en a marre. Je crois que c'était Diantre qui disait ouais, il y en a marre de voir Stephen King partout. Alors là, Peter James a trouvé son créneau quelque part entre Stephen King et Michael Crichton. J'adore. Fallait citer Stephen King pour que ça marche. Hein. Bon, bref. Ouais, c'est vrai, Viviane, t'aimes bien Peter James? Ah, peut-être je me laisserai tenter par celui-ci, là. Il a l'air cool, j'aime trop. Moi, j'aime trop les trucs paranoïaques comme ça. C'est vrai que c'est un truc... Alors, franchement, ça passe ou ça casse. Hein. Souvent, il y a des trucs comme ça dans les thrillers domestiques. Des fois, c'est hyper mal fait. Des fois, c'est tout pour axe. Mais des fois, ça marche bien. Et moi, j'aime bien les trucs parano. Si c'est bien mené et que la fin est bonne, ça peut grave me plaire. Donc, ouais. Je sais pas s'il y a du fantastique dedans. Ils le disent pas. Mais bon, ouais, peut-être. Je sais pas si Viviane, il y a du fantastique dans Peter James. C'est vrai qu'on nous dit entre Stephen King et Michael Crichton, j'ai envie de dire, c'est deux auteurs de fantastique horrifique. Hein, donc, est-ce que ça voudrait dire que là, ce serait le cas aussi? Oui, bah ça m'étonne pas, Viviane. Hein, pour le coup, tu sais que quand on peut comparer quelqu'un à Stephen King, on le compare à Stephen King, même quand ça n'a rien à voir. Je cherche pas. D'accord, il en a fait. Ok, donc il y a moyen. Parce qu'avec un titre comme ça, en plus, prophétie.
Ça avait vraiment prophétie, ça avait vraiment titre de vieux livre horrifique à la Graham Masterton ou truc comme ça là. Du coup, ouais. Bon bah on verra bien. En tout cas. Ensuite, on passe au 2 mars avec la sortie du deuxième roman du duo d'auteurs Ludovic Manchette et Christian Niemiec, Americas, donc qui sortira chez Pocket. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu. Bon, je sais que beaucoup ont lu Alabama 1963, moi aussi d'ailleurs, j'avais adoré. Je crois qu'il y a un consensus, voilà, autour du fait que Alabama 1963 soit excellent. Mais celui-ci, il est assez différent hein, d'America 1963. Alors là, on est en 1973, on est 10 ans plus tard. Ah, il y en a plein qui veulent l'acheter. Ah bah, ça m'étonne pas. J'avoue que là, le fait qu'il sorte en poche, ouais, ça pourrait me tenter aussi. Donc là, en fait, on est en 1973 et on va suivre Amy, qui est sans nouvelles de sa grande sœur. Alors là, on est à Philadelphie. Hein. Sa grande sœur, elle est partie à Los Angeles pour tenter sa chance au manoir Playboy. Donc, c'est-à-dire, vous savez, le fameux endroit où on va retrouver toutes les filles qui faisaient la fierté du magazine Playboy à l'époque. Donc, c'était vraiment... c'était très, très prisé, même si... bon, voilà, c'est truc érotique, hein, bien sûr. Mais, et donc, elle est partie là-bas. La sœur d'Amy, et ça fait 1 an, et Amy n'a aucune nouvelle, et donc elle va décider de prendre la route, donc de faire du stop, hein, même, je pense que c'est ça, pour aller la rejoindre. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voyez, mais Philadelphie, c'est tout à fait au nord-est des États-Unis, et Los Angeles, c'est au sud-ouest, donc c'est-à-dire que c'est la traversée des États-Unis en diagonale, donc autant vous dire que ça prend des jours et des jours. Et donc on va la suivre pendant son road trip, hein, donc en plein scandale du Watergate et en plein traumatisme en fait hein, de la guerre du Vietnam. Et on va la suivre, on va suivre les rencontres qu'elle va faire, etc. Mais j'avoue que Ah, toi t'as adoré Natasha America, c'est t'as aimé les personnages, ok c'est cool. Malo, il a rien à voir avec Alabama, ça m'étonne pas. Hein. Déjà, tu le vois au synopsis qu'il a rien à voir. D'accord, road trip à travers les USA, on traverse les paysages, mais aussi l'ambiance d'une époque. Ah, c'est bien. Quelques personnages connus, ouais, j'imagine. Ça, enfin, il y a un côté, j'imagine qu'il doit y avoir un petit côté Forrest Gump sur le côté road trip et rencontre avec des personnages, tout ça. À voir. Est-ce normal qu'une fille... Ah, mais elle a 13 ans. Ah, on nous dit pas son âge. Alors, ouais, bah tu m'étonnes, Malo. Après, à l'époque, dans les années 70, c'était hyper courant hein, de faire de l'autostop. Hein. C'était hyper courant. Hein. Faut pas l'oublier, ça. Hein. C'était parfaitement normal, en fait. Après, 13 ans, c'est sûr, ça fait jeune. Hein. Ouais, c'est pas marqué, c'est pas dit. On nous dit ici, on nous dit la jeune adolescente. Ouais, c'est vrai. Mais bon, jeune adolescente, ça peut être 16 ans, ça peut pas forcément 13. Tu peines dans 22-63, ça me fait tellement mal de voir ça. C'est pour moi tellement un chef-d'œuvre, 22-63. Je me suis pas ennuyée une seconde dans ce livre, mais bon. Ça arrive. Ah d'accord, Steph. Alors toi, carrément, c'est comme t'as trop aimé Alabama 63 et que ça n'a rien à voir, tu veux pas lire. Moi, je pars pas comme ça, en fait. Moi, déjà, je ne pars pas sur le truc, j'ai envie de le lire parce qu'ils ont écrit Alabama 1963. Même si ça joue, parce que je pense que c'est la même plume, justement. Moi, c'est juste que le synopsis me fait envie, en fait. Et du coup, je me dis que oui, bah, j'ai aimé leur plume dans Alabama 1963. Pourquoi j'aimerais pas là, même si c'est une histoire différente. Après, c'est sûr que si tu as envie de retrouver une histoire à Alabama 1963, bah, évidemment que ça sera pas le cas. C'est ce qu'il faut se dire. Bah, pourtant, Babs, Dieu sait que je n'aime pas du tout les pavés, mais alors vraiment, j'ai trop de mal. Même quand j'aime l'histoire, j'ai du mal à rester dedans et tout ça, ça me saoule vite. Mais celui-là, pas du tout. Celui-là, je l'ai bouffé. Donc voilà.
Comme quoi. Mais les pavés de King, c'est pas des pavés pour moi, en fait. Je m'ennuie jamais. Je ne m'ennuie jamais dans Stephen King. Et pourtant, tout le monde dit, ouais, il y a des longueurs, il y en a toujours. Enfin, jamais. Je m'avance un peu parce que par exemple, voilà, il y a eu des moments, Billy Summers, par exemple, il y a eu des moments où j'étais un peu en dessous. Mais dans l'ensemble, il a tellement, enfin voilà, il a tellement une façon d'écrire, je sais pas, c'est tellement doudou que même quand il raconte des trucs à la con, je suis dedans, quoi. Donc voilà. Bah après, Babs, tu peux très bien, t'es pas obligé de tout lire d'un coup, hein. Pourquoi ne pas le découper et le reprendre plus tard? Ouais, exactement, Steph King, c'est le King. Porte bien son nom. La plume est la même, Malo, et ça reste très cinématographique, ok. Ouais, non, mais c'est clair, Malo, elle fait pas Bordeaux-Toulouse. Tu m'étonnes. C'est clair. Ouais, j'avoue, 13 ans, ça fait jeune. Mais bon, ma foi. Bref. Ah, super. Ça me fait plaisir, par contre, Sophie, que tu adores Cimetière. Voilà. Mon livre préféré. Ça me fait tellement mal à chaque fois que les gens disent « Oh, c'est chiant, Cimetière. » Non, non, c'est pas chiant, c'est tellement bien. Dites-vous que je l'ai lu, j'avais 11 ans et j'ai pas trouvé ça chiant, merde. Non, mais après, bah oui, c'est les goûts et les couleurs, hein. Je peux comprendre, hein, ma foi. Enfin, je peux comprendre. Oui, j'essaye. J'essaye. Bon, allez. Sur ce, on continue. Bon, celui-là, j'en avais jamais entendu parler, mais il m'a trop intriguée. Enquête d'un détective à vapeur de Olav et Viat Kulikov. Je sais même pas ce qu'ils sont comme nationalité, tiens. Russe? Je ne sais pas. Est-ce que c'est indiqué? Non, c'est pas indiqué. Attendez. Ouais, mais si, ils doivent être russes, parce que comme ça parle d'empire anglo-russe, c'est logique. Donc en fait, on va être dans un genre d'Uchronie. En même temps, tout ce qui est steampunk, en général, c'est uchronique. Le principe du steampunk, c'est qu'en fait, comment dire, on est toujours avec la technologie, même dans le futur, on est toujours avec la technologie de la machine à vapeur. Voilà, tout simplement. D'où le steam vapeur punk. Voilà. Punk, c'est en rapport avec la science-fiction, en fait. Il y a le cyberpunk, tout comme ça. Bref, donc, là, on est dans du steampunk. Donc, machine à vapeur, tout ça, tout ça. On est en l'an 3000, rien que ça, à Londres. Et en fait, en l'an 3000, c'est donc Londres se trouve dans l'empire anglo-russe. Voilà. Donc apparemment, la Russie a réussi, est allée encore plus loin que ce que Lisa disait de Retour en URSS. Hein. La Russie est allée loin dans son annexion de pays, visiblement. Voilà. Et on va suivre, et voilà, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on est dans un polar, puisque on va suivre Jan Marcus, je pense que c'est ça, Jan Marcus Bodichev, qui est un détective de renom, voilà, qui va monter son agence. Donc, je sais pas si c'est non, c'est pas en plusieurs tomes, c'est en un tome. Voilà, et qui va finir par se faire un nom dans le milieu policier en résolvant des affaires plus étranges les unes que les autres. Et donc, on va suivre un peu ses enquêtes. Hein. Alors, j'aime bien en plus que ça nous dit « Les enquêtes du célèbre détective l'entraînent de Londres à la France solidariste. » Apparemment, on est solidariste. Écoutez, c'est... Je me serais pas attendue à ce qu'on soit solidariste, mais parce que nous, on est plutôt dans une pente un peu descendante au niveau de la solidarité. Hein. Mais voilà, donc la France solidariste, en passant par l'utopie californienne de Saint-Francisbourg, et esquisse petit à petit un monde en changement. Bon, ça a l'air intéressant. Voilà. T'es passé de R.L. Stein, Chair de poule, à Stephen King, Cujo. Ouais, bah moi, c'est pas loin, Steph. Hein. Moi, je suis passé encore pire. Je suis passé du Club des 5 à Stephen King. Mais bon. Pas ton truc, Silou. Ah ouais, t'aimes pas le steampunk?
Moi, je suis pas forcément fan de steampunk, enfin, c'est pas le truc qui m'attire le plus en science-fiction. Mais je sais pas, là, le côté uchronique avec tout le machin géopolitique, là, comme ça me fait kiffer, moi, ça c'est tout à fait le genre de truc que j'aimerais bien. Coucou, Prissy, comment ça va? C'est tout à fait le genre de truc que j'aimerais bien lire, ça. Voilà. Je veux savoir ce que c'est que la France solidariste. Voilà. Ouais, non, typiquement, je vais dire à Kim de l'acheter celui-là. Ça peut trop lui plaire aussi, donc voilà. Ouais, la couverture est cool aussi, ouais. Complètement. Bah, les couvertures folio sont souvent chouettes. Folio SF sont souvent assez chouettes. Donc voilà. Ah! Mais purée! Pourquoi je suis pas étonnée que tu sois encore malade? Désolée, je rigole, hein, mais c'est gentil, c'est vrai que je sais que c'est pas grave. Mais par contre, c'est pas cool parce que c'est les vacances. C'est pas cool que tu sois malade pendant les vacances, mais bon. Mais du coup, t'es quand même retourné, j'allais dire retourné en cours, oui. Même si c'est pas toi qui vas prendre des cours, c'est toi qui les fais. Mais du coup, t'es retourné à l'école avant les vacances. Moi, ça va, sinon. Moi, ça va bien. J'ai posé 3 jours, moi, parce que j'ai trois rendez-vous médicaux d'affilée, là. Mardi, mercredi, jeudi. Et du coup, flemme, j'ai fait... j'ai pas envie de redécaler tout le temps mes heures et tout ça, à cause du boulot. En plus, j'étais censée être en présentiel mercredi, tout ça, ça m'a saoulée. J'avais pas envie de décaler mes jours, mes heures, et j'ai fait, aller tant pis, je pose 3 jours. Ça tombe bien, parce que j'avais un peu besoin de me reposer aussi. J'ai pas posé de congé depuis septembre. Et encore, est-ce que j'en avais posé en septembre? C'est même pas dit. En tout cas, depuis cet été, j'avais pas posé de congé. Alors que d'habitude, je pose toujours une semaine en novembre. Je pose souvent une semaine en février. Voilà, je n'ai pas posé du tout. Donc, je posais 3 jours parce que fatigue. De son vrai nom, André François Ruot. Tu parles de qui, Fifi? Attends, on parlait de qui, là? Parce que là, hein, couverture folio... Transaction un peu plus douce, ouais, c'est clair, Steph. Je sais pas de qui tu parles, Fifi. Pas de remplaçant pendant 3 semaines. Ah ouais. Oui, ça, c'est ce que tu l'avais dit, ouais. Ok. Si tu retournais pas à l'école, ça leur aurait fait 1 mois et demi sans école, alors pas le choix. Ah ouais, t'étais à 4 pattes. Oh, ma pauvre, oh là là. Ma pauvre. Ouais, courage. Ah, donc c'est pas des Ruskov, en fait. Fifi, t'es en train de me dire ça. Attends. Ami de Viat. En plus... Ah, mais attends. GG Fifi, parce que je viens de percuter. Mais voilà, ça c'est ça de lire les choses de travers. J'avais pas lu le début du synopsis. Enfin, en fait, si, j'avais lu, mais j'avais pas fait gaffe au nom. Et j'avais pas fait gaffe j'avais juste fait gaffe au nom du détective. Et j'avais pas fait gaffe que les autres noms dans le synopsis, c'était les noms des auteurs. Je vous lis. En faisant le tri dans les papiers de son défunt père, Vyacheslav. Donc ça, c'est son défunt père. Donc Vyacheslav. Olaf Kulikov, voilà, retrouve une série de textes et d'écrits relatant les aventures de Jan Markus Boditchev, détective de renom et ami de Viat. Ok, donc les auteurs sont pas les vrais auteurs en fait, c'est un, comment dire, pas de l'autofiction du coup, mais bref, vous voyez ce que je veux dire quoi. Ils se sont inclus dans l'histoire. Ah, d'accord, ok. Mais donc, du coup, c'est un seul auteur, si ça se trouve, en fait. André François Ruot. Qui fait Olaf et Viat. Olaf, du coup, je pense que c'est Olaf plutôt. Les V, c'est feu, pour précision. Olaf et Viat Kulikov. Ok, bah courage à toi, en tout cas. Bref, je passe à la suite. Mais ok, bon à savoir, Fifi, merci pour l'information. Ah oui, t'as regardé sur Wikipédia. Ok. Donc c'est un Français. Attends, parce que du coup, André François Ruot, il est français. Ah.
Donc c'est ni anglais, ni russe. C'est ça exactement, ils n'existent pas. C'est abusé. Ah, l'arnaque. Arnaque. Bon, allez. Et donc, ça sortira le 2 mars chez Folio. Toujours le 2 mars, cette fois, chez 10-18, sortira L'étrange traversée du Saardam de Stuart Turton. Donc Stuart Turton, vous devez le connaître pour le fameux Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, à ne pas confondre avec les 7 maris d'Evelyn Hugo. Hein. Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, qui était un genre de polar à la Agatha Christie, pardon, mais fantastique, où avec une espèce de boucle temporelle en fait, hein, où on suivait donc un homme qui enquête sur la mort d'une jeune fille en fait, qui revit la journée de sa mort à chaque fois, plusieurs fois d'affilée, à chaque fois dans la peau d'une personne différente présente, et qui donc va reconstituer comme ça le puzzle. Alors, on peut vraiment parler d'un puzzle là pour le coup dans les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, que j'avais absolument adoré personnellement. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé. Moi, j'avais vraiment surkiffé. Et du coup, quand il était sorti, là, le deuxième, j'avais trop eu envie de le lire, mais bon, j'avais pas eu l'occasion, voilà. Et du coup, bah là, ça peut être l'occasion avec celui-ci. Parce qu'on est encore dans un polar fantastique, hein, clairement. Et un peu historique aussi, puisque donc on est au XVIIe siècle, en 1634, très précisément. Alors déjà, voilà, on nous dit... Vous aimez Jules Verne, Agatha Christie et Conan Doyle? Avec ce nouveau puzzle aussi passionnant qu'étourdissant, Stuart Turton, j'ai du mal avec son nom, vous embarque dans une traversée diabolique. Et donc on va être dans un bateau, le Saardam, qui va quitter les Indes néerlandaises pour Amsterdam. Donc la colonie, hein, pour le pays colon. Voilà. Et à son bord, donc, on va trouver le gouverneur de l'île de Batavia, ainsi que sa femme et sa fille, mais aussi au fond de la colle un prisonnier qui n'est autre que le célèbre détective Samuel Pepys, qui est victime d'une sombre affaire, on ne sait pas laquelle. La traversée s'avère difficile et périlleuse. Alors, j'imagine que il va y avoir des prévisions météo pas cool. Mais en plus, les voyageurs vont devoir faire face à d'étranges événements, et notamment un symbole en lettres de sang qui apparaît sur la grand voile, et une voix terrifiante qui se fait entendre dans la nuit. Et puis, on va finir par retrouver un cadavre dans une cabine fermée de l'intérieur. Alors ça, c'est le fameux meurtre en chambre close, hein, qu'on retrouve dans beaucoup de livres. Pas toujours traité de la même façon, hein, sinon ça serait pas drôle. Voilà, qui a été inventé par Gaston Leroux, hein, dans le fameux mystère de la chambre jaune. Donc là, on le retrouve ici encore. Et donc voilà, le bateau serait-il hanté, tout ça. Aucune explication rationnelle ne semble possible. En vrai, j'aimerais trop que ce soit pas fantastique. C'est vrai que j'ai mis fantastique, mais on n'en sait rien. Parce que j'ai mis fantastique parce que les 7 morts d'Evelyn Hardcastle étant du fantastique, je partais de ce principe que c'était fantastique aussi, mais peut-être pas en fait. Je sais pas. Tu fais partie de ceux qui n'ont pas aimé du tout. Tu veux dire Evelyn Hardcastle, Steph? Toi aussi, Natacha, t'as pas aimé? Oh, c'est fou, hein? Ah, il y a vraiment, je sais que, en fait, les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, il a vraiment laissé personne indifférent. C'est soit on a adoré, soit on a détesté. C'est un truc de fou. Vraiment. Mais moi, j'avais adoré. Oui, la couverture est magnifique, mais déjà, celle de Evelyn Hardcastle était très belle. C'est très belles éditions poche. 10-18, là, c'est assez classe. Celui-là, franchement, il y a moyen que je l'achète. Voilà. Ah ouais, c'est fou, hein. Moi, j'avais vraiment surkiffé, mais vraiment, c'est-à-dire que j'étais à fond. Et pourtant, j'avais déjà vu des mauvaises critiques, je me rappelle, à ce moment-là. Non, moi, j'avais vraiment surkiffé ma lecture. Je trouvais le concept trop génial. Et j'étais à fond dans le truc. Mais ça, je pense que c'est parce que, voilà, c'est mon côté logicienne, ça, c'est mon côté matheuse, en fait. Hein. Voilà, c'est vraiment...
J'aime trop le fait qu'on puisse trouver des indices et tout ça, machin. J'aimais trop ça. J'aimais trop le fait qu'à chaque fois qu'on est dans une identité différente, en fait, on voyait des détails différents. Je trouvais ça génial. Je trouvais ça génial. Hein, vraiment, ça a été vraiment une excellente surprise et un concept que j'ai surkiffé. Et du coup, ouais, je suis assez curieuse de celui-ci. Alors, c'est pas du tout le même concept, mais voilà. Ok, ok. Ensuite, par contre, ça c'est un pavé, hein, 624 pages. Petit pavé, mais pavé quand même. Alors celui-là, j'ai hésité à le mettre parce que techniquement, je pense pas que ce soit un format poche. Parce qu'il n'est pas sorti, il est pas sorti en grand format. Il sort direct en poche, mais sauf qu'il est à 15 euros, enfin 16 euros quoi, pour 288 pages. Je pense pas que ce soit un format poche, mais Amazon le classe en poche. Donc je ne sais pas. Moi je pense que c'est un format comme Ma sœur est morte à Chicago, qui était aussi sorti chez 10-18. Parce que c'est vrai que 10-18, on part du principe que c'est des formats poche, mais en fait ils se mettent à sortir des grands formats aussi. Après, je l'ai quand même mis parce que je me suis dit, dans le pire des cas, 16 euros pour un grand format, bah, c'est pas cher. C'est cher pour un poche, par contre. C'est très cher pour un poche, surtout de 288 pages. Mais si c'est un grand format, pire, c'est pas cher. Et au pire, bon, ça me fait un grand format en moins à mettre parce qu'il y a toujours... C'est toujours plus difficile de faire le tri dans les grands formats, forcément. Hein. Il va encore y avoir beaucoup de sorties intéressantes en grand format. Donc, je me dis que... voilà, je l'ai mis là. Je l'ai mis là, il a l'air trop cool. Les Lionnes de Chauvet de Sophie Marvaux. Et il a l'air trop cool parce que on est dans un polar, au-delà de historique, on est dans un polar préhistorique. C'est ça qui est trop cool. Voilà. Et en plus, on va être dans un clan de femmes. C'est génial. Donc, on est en moins 35 000 en Ardèche. Voilà. Et donc on est au moment où c'est la fin des Néandertals et pas le début, mais voilà, c'est la fin des Néandertals et donc on est plus dans les Homo sapiens qui s'installent dans la région. Et pour la première fois, voilà, c'est la première fois où les humains peignent sur les parois des grottes, comme les grottes de Lascaux. Voyez. Et en fait, on va justement être dans l'une de ces grottes, enfin en tout cas à l'entrée de l'une de ces grottes, face à un exceptionnel pont rocheux entre les falaises. Et on va suivre deux peintresses, hein, j'ai envie de dire, pour reprendre les anciens termes que ces connards de l'Académie française ont supprimés, parce que c'était pas des métiers dignes pour les femmes. Donc j'ai envie de dire deux peintresses, Tidia et Naëlys, qui vont fonder le clan des Lionnes. Voilà, d'où le titre. Et donc le clan des Lionnes, c'est une communauté de femmes et d'enfants qui vivent en harmonie. Déjà rien que ça, moi je suis très fan, hein, voilà, je suis très fan. Et sauf que un soir de tempête de neige, les deux femmes, donc Tidia et Naëlys, vont disparaître. Et c'est Yoalna, leur fille. Donc en plus on comprend du coup qu'elles sont ensemble, hein, voilà, puisqu'elles ont élevé ensemble, c'est trop génial, elles ont élevé ensemble une fille, donc Yoalna. C'est Yoalna qui va découvrir leur corps. Et le couteau de l'une planté dans la gorge de l'autre. Donc tout semble indiquer qu'elles se sont entretuées, mais Yoalna refuse d'y croire et donc elle va enquêter. Ça a l'air trop cool! Sérieux, j'avoue que je pense que c'est vraiment l'un de ceux-là qui me hype le plus. Il a l'air grave cool. J'ai trop envie de suivre ce clan de femmes et cette enquête sur le premier. Alors ils nous disent le premier double meurtre de l'humanité. Voilà, alors je sais pas si... alors, je sais pas, on peut pas dire que ça puisse être inspiré d'une histoire vraie, évidemment, mais je sais pas, je sais pas de quoi c'est inspiré l'autrice, mais en tout cas, ça a l'air vraiment grave cool. Voilà. Voilà, voilà. En Ardèche.
C'est le crimier. Oui, c'est ça. J'y ai pensé. En plus, j'ai trop pensé à quand je disais ce truc. C'est le crimier. J'y ai trop pensé. Je vais appeler ça un crime. J'aurais pu appeler ça meurtre. Mais crime. Ta gueule. Oh purée, bref. Ce film est quand même mythique. Non, là, je pense qu'on sera pas dans le même délire. Il n'y aura pas de Lionmout. Du coup. Bon, bref. Voilà, sur ce. Mais en tout cas, ouais, il a l'air trop cool, celui-là. J'ai trop envie de le lire. Très, très envie de le lire. Allez. Je passe à la suite. Donc toujours le 2 mars et toujours chez 10-18 dans un vrai format poche celui-ci sortira Sidération de Richard Powers. Alors celui-là je l'ai mis parce que je sais qu'il y en a plein qui aiment Richard Powers. Voilà, donc, je me suis dit on va le mettre. La couverture est sublime au demeurant, même s'il y a ce bandeau moche en dessous. Ce serait bien de... J'espère que le bandeau il s'enlève parce que c'est très moche. Parce que, et surtout que j'en ai strictement rien à battre de l'opinion du Figaro Magazine, excusez-moi. Enlève-moi ce bandeau de merde. Moi non plus, Silou, j'ai jamais lu Richard Powers. J'ai jamais lu. C'est vrai que... J'ai l'Arbre Monde en plus, mais il m'a toujours fait peur. Et en plus, Sidération, le pire c'est que Sidération, je crois qu'il était chez Sèvres. Chez les parents de Sèvres quand on était allé chercher les livres là le 30 décembre. Mais je crois que c'est Julie qui l'a récupéré de Polar Lisant. Je crois que c'est Julie qui l'avait récupéré celui-ci. Bref. Parce que du coup, ouais, j'ai hésité à le prendre. J'étais là, ouais, mais est-ce que ça va me plaire, Richard Powers? Je sais pas. Mais il a l'air cool. Ouais, alors autiste, ils le disent pas, mais je pense que c'est ça. Tu as raison. Est-ce qu'ils disent qu'il est autiste? Ils disent pas, mais on comprend que c'est ça. On comprend que c'est ça parce que effectivement, donc on suit Théo qui est un astrobiologiste et qui élève seul son fils Robin, qui a 9 ans, depuis la mort de sa femme. Et voilà, donc un garçon qui est attachant et sensible, qui se passionne pour les animaux et qui peut dessiner des heures durant, mais qui est aussi sujet à des crises de rage, qui laisse son père démuni. Et en fait, la seule façon qu'il a trouvée pour l'apaiser, c'est de l'emmener camper dans la nature ou visiter le cosmos. Donc en fait, ils vont explorer une exoplanète, alors j'imagine avec un télescope ou autre, j'en sais rien. Le souci, c'est que quand ils reviennent à la réalité, Robin reprend ses crises et il va finir par être exclu de l'école. Et son père est mis en demeure de le faire soigner. Et donc il va... Voilà, le problème c'est que les médecins ne lui prescrivent que de la médication. Et Théo ne veut pas, refuse la médication et il va se tourner vers un neurologue. Alors, j'ai eu peur quand j'ai vu refuse la médication et tout ça. Je me suis dit, bon, j'espère que ça va pas être un truc un peu genre médecine parallèle, machin. Non, ça va. Il va voir un neurologue. Et ce neurologue, en fait, il teste une thérapie expérimentale qui consiste, en fait, c'est grâce à une intelligence artificielle, en fait... l'enfant va pouvoir s'entraîner à développer son empathie et à contrôler ses émotions. Voilà. Et donc on va suivre un peu le père et son fils dans une Amérique au bord du chaos politique et climatique. Donc pourquoi pas, je sais pas. C'est bon, je l'achète. Shut up and take my money. Mais oui, j'avoue que c'est assez intéressant. Il y a un petit côté un peu science-fiction quelque part, hein. Voilà, avec cette thérapie expérimentale, tout ça. Apparemment, ça a parlé d'écologie aussi, de ce que j'ai compris, de ce que je comprends en voyant un peu les avis des gens là. Donc ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Il faudra que je regarde un peu les retours.
un petit prince du réchauffement climatique. Ça, c'est un avis de Philosophie Magazine. Rien que ça. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que les sujets sont top. Je suis d'accord. Bien téméraire qui jurerait ne pas avoir versé quelques larmes. Ah, ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Bon, voilà pour celui-ci, en tout cas. Toujours le 2 mars, et c'est une réédition d'un vieux livre qui date des années 60, Vénus privée, de Giorgio Scherbanenko. Voilà, qui sortira direct en poche chez Totem, hein, Gallmeister. C'est la première enquête, donc c'est une saga policière, hein, c'est la première enquête du détective Duca Lamberti. Donc moi, alors je l'ai mis parce que Gallmeister, parce que classique de la littérature noire apparemment. Après bon, je suis pas sûre d'être fan de ce genre de truc. Voilà. Toujours peur des gros clichés un peu sexistes, un peu voilà, un peu vieillot, hein, en plus 1966, hein, ça date de 1966 ce livre. Donc on va suivre Duca Lamberti. Est-ce que on nous dit, ouais, on sait pas ce qu'il est en fait. On nous dit juste qu'il est promu ange gardien d'un jeune délinquant milliardaire. Je sais pas ce que ça veut dire, donc ange gardien, j'imagine du coup garde du corps, je suppose. Voilà. Et en fait, ce milliardaire, il a une petite amie, et sa petite amie va se suicider. Mais pour Duca, ça pue un peu. Il est persuadé que c'est pas un suicide. Et en fait, en enquêtant un petit peu, il va tomber sur une histoire qui va lui évoquer l'affaire Montesi. Alors du coup, je suis allée voir ce que c'était l'affaire Montesi. Et c'est l'affaire d'un meurtre d'une jeune femme qui a été maquillée en suicide, mais qui n'a jamais été résolu, un peu comme le Dahlia noir en fait. Et du coup là, donc c'est un peu le même principe hein, au final, et donc il va enquêter là-dessus, et donc apparemment il va tomber sur une grosse organisation criminelle, mais j'en sais pas plus. La sortie suivante, on passe au 8 mars, et quoi de mieux que la journée de lutte pour les droits des femmes, pour sortir donc en poche Vénère de Taous Merakchi, donc qui est un essai féministe. Voilà, donc c'était parfait pour le 8 mars. Être une femme en colère dans un monde d'hommes. En fait, donc l'autrice dans cet essai va se pencher sur la colère des femmes, puisque la colère des femmes est toujours soit moquée, soit ignorée, soit on nous traite d'hystérique, ou enfin voilà, en tout cas on n'est jamais prise au sérieux quand on est en colère. Voilà, toujours hystérique, on a nos règles, c'est bien connu. Par contre les hommes ils ont le droit d'être en colère, c'est normal, c'est des hommes. En colère les hommes. Oh. Ça mange des patates. Nous pas, nous on est gentils, faut pas être en colère. Bref, voilà, et donc Taous Merakchi va récolter des témoignages, notamment de femmes, et puis son propre témoignage à elle aussi, hein, sur les... En fait, elle va essayer, au travers de ces témoignages, de trouver les origines et les éléments déclencheurs de cette colère. Même si on les connaît un petit peu, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée, voilà. Donc ça commence, le petit texte commence par « Parce que je suis une femme, j'ai peur de sortir seule la nuit, de porter des vêtements qui me plaisent, d'exprimer mon opinion ou mes émotions. Ces peurs sont à l'origine d'une immense colère que j'essaie de contenir tant bien que mal. Cette colère, ça fait désormais 34 ans que je vis avec, et qu'elle me ronge les tripes au point de me retourner régulièrement contre moi. De se retourner, pardon.
Lassée d'être seule à en subir les conséquences, j'ai donc cherché à comprendre quelles en étaient les origines et les éléments déclencheurs afin de l'assainir et de la diriger, non plus contre moi-même, mais contre ceux qui la méritent. Voilà. Donc c'est cool. Et donc elle prend la parole de pour toutes les femmes, pas de toutes les femmes, qui n'en peuvent plus d'avoir peur, de ne pas être prises au sérieux et de toujours devoir se justifier. Ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Voilà, après il y a un pléthore de petits commentaires de journaux, hein, voilà. Ouais, bon, ça fait partie des nombreux essais qu'il faut que je lise. Déjà, j'en ai prévu 4 rien que pour le mois de mars, dont un qui est dans la liste d'ailleurs, que j'ai du coup en grand format, mais qui va sortir en poche. Ça sera le moment de l'acheter si vous le voulez. Allez, je passe donc à la suite. Donc celui-ci, il sortira chez HarperCollins, pour la précision. On passe au 9 mars, sortira Aucune terre n'est promise de Laviditidar. J'avoue que là, je ne sais pas du tout comment prononcer son nom, je m'en excuse. Chez Pocket. Donc là, en fait, on est dans une uchronie. Alors, en gros, il va être clair, enfin, ça va faire clairement référence au conflit israélo-palestinien. Et pour cause, en fait, on va suivre. Donc, on est à Berlin, on va suivre Lior, qui est un écrivain raté. Ouais, j'aime bien aussi le titre. Qui est un écrivain raté et qui va partir pour la Palestina. Oh, dis donc, à quoi ça peut donc faire référence? Son pays natal. Alors, sachant que l'auteur est israélien, en plus, si je ne me trompe pas, me semble. Il me semble que l'auteur est israélien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il est né en Israël. Donc, voilà. Et il parle de la Palestina. Donc, fuyant en existence minée d'échecs, voilà, il veut retrouver un peu la chaleur du foyer, sauf que la ville est désormais ceinturée par un mur immense. Tiens, je n'ai pas mis mur d'ailleurs. Voilà. Et sa nièce, Déborah, a disparu dans les camps de réfugiés africains. Et Lior, il va être traqué et soupçonné de meurtre, on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être par rapport à sa nièce, j'en sais rien. Et donc, voilà, on va le suivre dans ces problématiques. Bon, voilà, je pense à une grosse référence clairement au conflit israélo-palestinien. Après, comment ça va être traité. On est dans une uchronie, hein, c'est vrai que c'est pas précisé là, mais c'est une uchronie. Voilà. Mais ouais, ça peut être grave intéressant. Après, faut voir un peu le message politique qu'il peut y avoir dedans. Moi, c'est toujours ça qui peut me faire peur, hein, dans ce genre de thématique un peu connoté, on va dire. Mais ouais, celui-là, je ne l'ai pas du tout vu passer. Je le découvre alors qu'il sort en poche. Et j'ai vérifié, il est bien sorti en grand format. Hein, c'est pas parce que des fois il y a des sorties directes en poche, mais là non. Donc, mais je me rappelle pas l'avoir vu passer. La couverture est classe. Donc apparemment, voilà, ça va se passer en Afrique, même si voilà. Alors je sais pas si ça va se passer en Afrique puisqu'on nous parle de réfugiés africains. Je sais pas. Mais bon, aucune terre n'est promise. Bon, vous savez, la terre promise, tout ça. La Palestina, l'auteur israélien. Voilà quoi. Allez, je passe à la suite. Toujours le 9 mars sortira La chasse de Gabriel Bergmosser. Donc celui-là, par contre, je l'avais bien vu passer en grand format. Hein. C'est un sonatine d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Il me faisait grave envie. Et il me fait toujours grave envie. Alors, le synopsis me fait trop penser. Enfin, le début du synopsis me fait trop penser à un film au film du même nom. Il y a un film qui s'appelle La chasse. The Hunt, je crois. Avec, comment elle s'appelle? Emma Roberts. Je crois que c'est Emma Roberts. Et
ça commence un peu pareil en fait, ça commence un peu pareil. Donc là, ça se passe en Australie. Et en fait, on va suivre Frank qui s'occupe d'une petite station-service perdue au milieu de nulle part. Donc voilà, c'est vraiment, il n'a pas beaucoup de clients, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui passent par cette route. Mais un jour, une voiture arrive en trombe et une jeune femme en sort et va s'écrouler. Après avoir murmuré « pas d'ambulance, pas de police ». Voilà, et en fait, donc la femme est gravement blessée. Et Frank, il va essayer de s'occuper d'elle. Il va être aidé par un couple de voyageurs qui a fait arrêt là, à ce moment-là. Sauf que les assaillants de l'inconnu vont débarquer et cerner les lieux. Et donc, ils vont devoir faire un siège. Donc, Frank et ses comparses vont devoir faire un siège dans la station-service pour éviter de se faire tuer. Voilà, donc on est vraiment dans un huis clos chasse à l'homme, tout ça, tout ça. Ouais, c'est vrai, Malo, un blockbuster en livre. Ah ouais, tu l'as lu, toi, ok. Et en fait, oui, le début me fait trop penser donc du coup au film du même nom. Sur le moment, quand j'avais commencé à lire le synopsis à l'époque, j'ai dit putain, mais on dirait trop. Mais en fait, non, c'est pas du tout ça, parce que dans le film, c'est vraiment une chasse à l'homme et c'est vraiment un tout autre truc qui était vachement bien. D'ailleurs, le film il était pas mal. Mais là, non, c'est autre chose. Mais du coup, ça a l'air grave cool. Ah ouais, c'est un page turner. Ah putain. Ah, ça me fait envie. Coucou Elsa. Ah, tu l'as, Aucune terre n'est promise. Il est dans ta liste des 10 pour les nuits. Ah, c'est vrai, Elsa. Ah, c'est marrant, il est dans ta liste des 10 pour la nuit du hasard. D'accord, ok. Moi, tu l'avais vu beaucoup passer. Ah oui, parce que tu suis pas mal de chroniqueurs SF, j'imagine. C'est vrai que moi, depuis que je suis plus trop Armand, c'est Céline, hein, de Céline Lecture. Avant, je les suivais beaucoup, mais parce qu'on faisait à vos wishlists et tout ça ensemble. Maintenant, je les suis moins, donc c'est vrai que je suis un peu moins au courant de ce qui se fait en SF. Mais après, quand même, à l'époque, il y a un an, pour le coup, je les suivais. Donc je sais pas, je me rappelle pas l'avoir vu passer, c'est bizarre. Mais ok. Bah là, pour le coup, ça reprend la Pocket. Ils ont vraiment repris la couverture du Sonatine. Hein. À part l'écriture qui a changé, parce que c'est leur charte. Ils n'ont pas repris la charte de Sonatine. Hein. Mais sinon, c'est la même couverture. Mais oui, du coup, c'est assez classe. Voilà. Donc ouais, celui-là, il fait partie de ceux qui me hype. Du coup, Malo, tu m'as encore plus donné envie de le lire. Voilà. Et bien, pour remplir l'Australie, hein. Me fait penser qu'il faudrait peut-être que je finisse le Paul Cleave pour valider la Nouvelle-Zélande. Mais bon. Blockbuster, on parle de blockbuster pour les films en fait. C'est des gros films à succès avec beaucoup de budget, voilà. C'est ça un blockbuster en fait. Genre Avatar, tout ça, c'est vraiment les gros films que tout le monde va aller voir. Et on parle de ça pour les films et du coup Malo faisait la comparaison en fait, voilà, avec un livre. Et thriller d'action. Oui, parce que souvent les blockbusters, c'est souvent des films d'action ou de super-héros ou de trucs comme ça, même si ça peut être autre chose. Hein. C'est pas nécessairement lié au genre, mais c'est souvent ça. Donc voilà. T'aimes bien le label Mu où il est sorti? Ah d'accord, ok. Ok. D'accord, pas chez elle, ok. Très bien, Elsa. Voilà. Ok, bah c'est cool. Bah Malo, ouais, tu m'as hypé, mais j'avoue que j'aime bien ça. Ça, c'est tout à fait le genre de livre que je vais lire pour la détente, quoi. Vraiment, moi j'aime bien. Donc, ok, ça marche. Alors, celui-là non plus, je l'ai pas vu passer. Enfin, celui d'avant, si, mais celui-là, je l'ai pas vu passer à sa sortie. Donc, toujours le 9 mars, sortira Une ombre familière de Amy Engel. Engel. J'ai envie de dire Engel comme en allemand. Chez Pocket, toujours chez Pocket. Donc, dans ce thriller, un peu thriller aux allures de roman noir rural, hein,
On va suivre Juni. Ouais, c'est ça. Attends, non, on va pas suivre Juni. On va suivre Eve, enfin Yves. Du coup, ça se prononce Yves en anglais. Qui, donc voilà, donc il y a une fille qui s'appelle Juni, du coup, voilà. Qui a réussi en fait à sortir de la drogue, enfin non, c'est pas elle qui était droguée, c'est sa mère, qui a réussi à sortir d'un passé un peu toxique, voilà, avec une mère droguée, mobil-home crasseux, voilà. Ah si, elle était aussi un peu dans la drogue, elle, apparemment. Toute la misère white trash de ce coin perdu des Ozarks. Donc on est dans le Missouri, pour la précision. Et donc voilà, elle a réussi à se sortir de tout ça. Elle vit avec sa fille dans le Missouri, ça se passe bien, jusqu'à ce qu'un jour, au printemps, il va neiger. Et ce jour-là, on va retrouver Juni morte, égorgée, aux côtés d'une copine. Alors je sais pas si la copine elle est morte aussi, mais voilà, sur le terrain de jeu. Et la police bâcle un peu l'enquête. Et donc c'est Yves qui va enquêter elle-même, quitte à replonger donc dans ses vieux démons. Voilà. Voilà. Donc ça a l'air pas mal aussi. J'aime bien l'idée, voilà, jusqu'où peut-on aller pour l'amour de son enfant, en fait, hein, pour venger son enfant. Alors en plus, bon, voilà, moi, il y a les trucs qui m'appâtent. Un roman furieusement noir et féministe. Ok. Bon, après, souvent, quand les gens disent que c'est féministe, c'est juste parce qu'on met une femme en personnage principal, quoi. Donc, bon. Je me méfie un peu, mais n'empêche que... Voilà. N'empêche que ça m'appâte. Ça m'appâte. Voilà. Un thriller redoutable sur la colère d'une mère. Je ne l'ai pas du tout vu passer, celui-ci, s'il y en a qui s'en rappellent. Je m'en rappelle pas du tout. Avec une couverture, c'est marrant, tiens, comme les deux... c'est marrant comme les deux couvertures se ressemblent. Regardez. Hop, il neige pas, il neige. Il neige plus. Il neige plus. Australie, Missouri. Il n'est pas passé en grand format. Bah ouais. Bah ouais, c'est bizarre ça, je l'ai pas vu passer. Enfin bon, voilà. Bref. Donc voilà pour celui-ci. Alors donc voilà l'essai dont je vous... Ah, ils auraient pu le sortir le 8 aussi, mince. Ils ont 2 jours de retard là. Sorti le 10 mars. Passe au 10 mars. Féminisme et pop culture de Jennifer Padjemi, qui est aussi une journaliste. Alors souvent les essais féministes, c'est parce que comment elle s'appelait, j'ai oublié son nom. Taous Merakchi, voilà, journaliste aussi. Et donc Jennifer Padjemi, journaliste également. Voilà. Donc c'est le fameux féminisme et pop culture qui avait gagné un petit sondage que j'avais fait avec des essais féministes. Non, c'était pas des essais féministes, c'était des essais, enfin féministes oui un peu, mais c'était des essais écrits par des femmes noires que j'avais mis en sondage. Il y avait celui-ci. Et du coup, je voulais le lire là ce mois-ci, Black History Month, tout ça. Puis du coup, je vais plutôt le lire en mars parce que ça s'y prête mieux quand même, le féminisme, tout ça. Donc là, donc il va sortir chez Point. Alors là, dans celui-ci, Jennifer Padjemi va faire le rapprochement entre, comme c'est indiqué, c'est comme le port-salut, hein, entre le féminisme et la pop culture. Donc la pop culture, s'il y en a qui ne savent pas, c'est toute la culture populaire. Donc on regroupe films, séries... manga, littérature plutôt grand public, voilà. C'est vraiment pop culture, c'est ça. C'est vraiment la culture plutôt grand public et geek, j'ai envie de dire aussi, en fait. C'est plus apparenté finalement à la culture geek, parce que il y a aussi les jeux vidéo dedans. Voilà. Tout ce qui est super-héros, c'est la pop culture.
Et donc, Jennifer Padjemi va décortiquer le rapport qu'on entretient en fait avec les objets culturels les plus populaires, comme un miroir de notre société mondialisée. Et donc, elle va interroger les liens entre consommation de masse et idéologie progressiste. C'est extrêmement intéressant parce que c'est vrai que finalement, voilà, est-ce que le féminisme est compatible avec le consumérisme, quoi, hein, c'est un peu ça, hein. Et voilà, et donc elle va aussi analyser un peu nos divertissements, hein, puisque c'est ça, hein, la pop culture, c'est nos divertissements. Donc de par le prisme du féminisme. Ça a l'air trop trop cool. Voilà, et celui-ci, ben, je me ferai une joie de vous faire un retour au mois de mars. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on passe au 15 mars avec la sortie, toujours, donc, non pas toujours, cette fois au livre de poche, de E de K. Dick. Et pareil, celui-là, je suis hallucinée de ne pas l'avoir vu en grand format parce qu'il a l'air grave cool. Il a l'air grave cool. Bubu est pas là, dommage, hein. Bubu, notre reine de la dystopie, qui adore les dystopies. Donc là, on est en plein dedans. Donc en fait, on va finalement être dans une dystopie qui ressemble pas mal à... Oula, ça relag. Non, ça va. Qui ressemble pas mal à Fahrenheit 451. Hein, donc si vous ne savez pas Fahrenheit 451, on va dire, Fahrenheit 451, c'est cette fameuse dystopie où on est dans un monde où il faut brûler les livres. Les gens, on ne veut plus que les gens aient accès à la culture parce que ça amène trop à des guerres, tout ça, voilà. Et donc on détruit tous les livres. Et ben là, c'est un peu le même principe au final, sauf que ça va au-delà des livres. Ça va au-delà des livres puisque c'est toutes les œuvres d'art qui sont détruites ou confisquées, ou les deux. Donc, les livres inclus, bien évidemment. Et puis, il va carrément y avoir des... en fait, on va finir par créer des camps où on va enfermer tous les dissidents, tous les artistes, voilà. Et même les célibataires et les couples sans enfants. Parce qu'apparemment, il faut faire des enfants. Donc, on est dans un mix entre Fahrenheit 451 et la Servante écarlate. Clairement. Voilà. Et donc, voilà, il va y avoir des rafles, tout ça. Bon, Troisième Reich pour moi, hein, c'est un peu souvent le même schéma, mais bon, voilà. Et donc, voilà, le but étant de soigner la société des personnalités subversives. Mais évidemment, comme dans toute dystopie du genre, il va y avoir des survivants, des résistants qui vont réussir à fonder un endroit pour les réfugiés et pour leur permettre de maintenir et de préserver leur art, de créer, d'aimer et de se souvenir. Voilà, du moins, jusqu'à ce qu'on les découvre ou qu'on les dénonce. Voilà, donc bon, le principe est finalement assez classique, hein. Voilà, c'est vrai qu'on est vraiment dans la charte, dans le cahier des charges de la dystopie classique. Mais bon, moi j'aime bien. J'avoue que moi j'aime bien. Voilà, comme j'avais aimé l'épidémie par exemple. Après, voilà, tout dépend de la façon dont c'est traité. Mais ça peut être cool. Ça peut être cool, mais je suis étonnée de ne pas l'avoir vu passer celui-ci en grand format. Je suis très étonnée. Voilà, en tout cas. Et comme d'habitude, je fais pas gaffe à chaque fois, mais quand je fais gaffe, que je vois les livres que vous pourriez aimer sur Amazon, à chaque fois, ils me proposent toujours des livres que j'ai déjà lus. Amazon me connaît bien, des livres que j'ai lus et aimés, bien sûr. Amazon me connaît bien. Et que je n'ai pas commandé sur Amazon, hein, je précise, justement. C'est de fait, c'est pour ça qu'ils me les proposent. Eh, tu les as pas commandés, ceux-là?
Ouais, il est court. J'avoue, 160 pages. C'est vrai, j'allais dire, j'avais pas fait gaffe. Si, j'ai fait gaffe puisque je l'ai noté. Mais c'est vrai qu'il est très court. Et en même temps, est-ce que c'est pas mieux? Parce qu'on est quand même sur un truc, j'ai envie de dire, on est sur une thématique quand même très très classique de la dystopie. Donc, est-ce que c'est la peine d'en faire des caisses pendant 500 pages? Je suis pas sûre. À mon avis, ce qui va être important là dans ce livre, c'est le message. Je pense que vraiment tout va reposer sur la fin et le message. Voilà. Mais je suis curieuse de le lire celui-ci. Voilà. Et peut-être que je l'achèterai et que je le lirai. Tiens, pour le mois de la SF, ça pourrait être pas mal. Par contre, il est un peu cher pour 160 pages, je trouve. Putain, il est loin le temps où les livres de poche, quand ils étaient courts comme ça, genre les Amélie Nothomb, ils étaient à 4 ou 5 euros, quoi. Ça n'existe plus. Maintenant, en dessous de 7 euros, ça n'existe plus. Mais je me rappelle les Amélie Nothomb. Enfin, sauf les folios là qui ressortent à 3 euros parce que c'est des courts textes, mais c'est des rééditions de vieux trucs. Bon, voilà, c'est tout. Mais sinon, ça n'existe plus. Mais je me rappelle, moi, quand j'achetais à l'époque où j'étais à fond sur Amélie Nothomb et j'en lisais beaucoup. Et je les achetais neufs à 4 ou 5 euros, quoi. C'était un truc de fou. Ah. Bah ouais, je suis d'accord, hein. Franchement, pour 160 pages, je trouve que 8 euros, ça fait mal. Mais bon. C'est comme ça maintenant. C'est comme ça. Allez, je passe à la suite et on va passer sur un petit manga. Kuro de Somato. Et bon, il y a un chat. Bon, il a une tête bizarre, le chat, ok. Et il est bizarre d'ailleurs, parce que tout va reposer sur lui. Mais il y a un chat, alors moi, ça me plaît. Donc, Somato, qui est l'auteur de Shadows House. Moi, je ne l'ai pas lu, mais bon, c'est vrai qu'il est assez connu. Donc là, on va suivre Coco. Alors, c'est très marrant parce que donc c'est pas le nom du chat, hein, c'est le nom de la petite fille là qui est sur la couverture. Mais bon, notre chat, il s'appelle, enfin, on l'appelle le Coco, donc du coup, c'est rigolo. Voilà. Donc du coup, on va suivre Coco, qui est une petite fille qui vit dans un manoir avec son chat noir qui s'appelle Kuro. Alors sachant que Kuro, ça veut dire noir en japonais, hein, elle s'est pas foulée pour le nom, mais... Et un jour, Kuro va s'enfuir de la maison. Et là, attention, on va être en mode cimetière. Kuro s'enfuit et quand il revient, il n'est pas comme dans Cimetière, il n'est pas horrible, il est toujours joueur affectueux et câlin, mais par contre, il est un peu différent. Et pour cause, non seulement il a des crocs un peu plus acérés que d'habitude, mais surtout, il a plus d'yeux. Apparemment, il a plusieurs yeux. Et en plus, on apprend que dehors, il y a d'effrayants monstres tout noirs qui rôdent dans la forêt. Donc on est sur un manga horrifique, hein, clairement. Mais moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien ce genre. Voilà, c'est un peu gothique. Hein. On est dans un truc très gothique. Et puis, il n'y a que 3 tomes. Voilà. Maintenant, je le mets là sur la petite fiche, quoi, le nombre de tomes. Voilà, c'est plus simple comme ça. Écoutez, putain, par contre, 9,50 €. 9,50 € pour un tome de 128 pages en plus, parce que 128 pages, c'est assez court pour un manga, honnêtement. On va pas se mentir. Là, vous abusez. Alors après, c'est peut-être un grand format. Ça, c'est possible. Possible qu'il soit... Parce que 9,50 €, c'est possible que ce soit un grand format. Donc là, ça serait logique, ça expliquerait le prix pour le peu de nombre de pages. Mais parce que sinon, un manga, c'est 7-8 €, quoi. Pas 9,50 €. Donc, à voir. Et c'est peut-être un grand format. Pas le format. Attendez, des fois, il y a le format. Non, il n'y a pas. Bref, ouais, je sais pas si je l'achèterai celui-là, mais j'aime bien les trucs de chat, de trucs gothiques et tout. Voilà pour celui-ci. Apparemment, oui, parce que j'ai vu 2 fois, j'ai vu un autre synopsis pour le même manga, et apparemment le chat, il a des pouvoirs. Hein. Voilà, c'est intéressant. Ensuite... Alors celui-là, par contre, je l'ai vu très souvent passer en grand format, et j'ai vu beaucoup de retours très positifs, dithyrambiques sur celui-ci. Les oiseaux du temps de Amal El Mortar et Max Gladstone,
qui sortira donc toujours le 15 mars. Il y a beaucoup de sorties le 15, il y a beaucoup de sorties le 2, mais il y a beaucoup de sorties le 15 aussi. Donc au livre de poche. Hello Tati. Ça fait bizarre de dire Tati. Ah, d'accord, ok. Donc c'est le même éditeur à la base en grand format que La Terre, aucune terre n'est promise. Du coup, si je comprends bien, Elsa. Puis c'est cool. Bah, tu vois, j'avais pas vu de retour. Alors après, ou peut-être que... Mais non, c'est bizarre, parce que je crois l'avoir vu en grand format quand j'ai fait la recherche. Parce que j'allais dire peut-être que la couverture me parlait pas en poche et que me parlerait en grand format. Mais celui-là, par contre, si, je m'en souviens. D'ailleurs, la couverture est grave plus belle en grand format, là, pour le coup. Parce que là, ils ont fait un truc un peu... c'est un peu le même principe avec les oiseaux inversés rouge-bleu, mais c'est beaucoup moins stylisé, quoi. Ils ont fait un peu plus minimaliste. Ok. Donc là, on va être dans... Alors, je pense que c'est un roman épistolaire, je suis pas sûre. Mais en tout cas, on va être dans un genre de dystopie finalement, où on est dans une guerre temporelle. Guerre temporelle avec deux combattants, bleu et rouge, ils s'appellent, c'est leur nom, bleu et rouge, qui vont s'engager. En fait, c'est deux combattants ennemis à la base, mais ils vont s'engager dans une correspondance à travers les époques et les champs de bataille. Donc vraiment guerre temporelle, c'est-à-dire qu'il y a une guerre qui a lieu sur plusieurs époques avec des voyages dans le temps. Voilà. Ah, tu l'as lu, toi? D'accord, ok, Elsa, très poétique. Ah, ça m'étonne pas. Et donc, ils vont se livrer à une correspondance et ça va être un peu finalement leur refuge. Et il va se créer une romance entre ces deux combattants ennemis à la base. Et ben, ça a l'air cool, quoi. Ça a l'air assez beau. Et c'est vrai que j'avais vu beaucoup de bons retours sur celui-ci, ouais. Voilà. Un texte qu'on lit le cœur au bord des yeux. On dit pas le cœur au bord des lèvres normalement, mais bon, c'est plus pour l'envie de vomir, donc c'est peut-être pas trop... peut-être pas trop approprié. Mais voilà. Ok. Donc, ouais, celui-là, je pourrais me laisser tenter aussi par celui-là. Ensuite, toujours le 15 mars. Alors, de nouveau, un petit manga. Saison maudite de Asuka Konishi, qui est en 2 tomes. Donc, voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien, 2 tomes, c'est très bien. Voilà. Et en fait, on va suivre donc... on va suivre Haru. Non, on va pas suivre Haru. On va suivre Natsumi, qui est la sœur de Haru. Natsumi, dont la sœur Haru est fiancée à un riche héritier. Le problème, c'est que donc cette sœur Haru va décéder d'un cancer. Putain, moi, ça me trigger ça. Alors, j'espère que ça va pas trop me trigger aussi, mais bon. En fait, Natsumi, elle supporte très très mal donc la disparition de sa sœur. Hein. Et elle va chercher désespérément à se raccrocher à son souvenir parce qu'elle représentait tout pour elle. Et pour sauver ses fiançailles qui étaient... Alors, c'était un mariage arrangé, hein, je précise, même si la sœur était très amoureuse du futur mari. Natsumi va vouloir sauver donc les relations entre les deux familles et donc elle va prendre la place de sa sœur et épouser Togo. Enfin, en tout cas, elle va se fiancer avec lui. Et mais à condition que Togo, il s'appelle Togo, à condition qu'il l'emmène à tous les endroits où il s'était rendu avec sa sœur. Et donc, mais le problème c'est que... Putain, je suis dans le rouge de ouf là. Non, ça va. Mais le problème, c'est que ça va devenir une espèce de malédiction, je ne sais pas comment. Mais voilà. Pour ce couple qui n'aurait pas dû exister. Voilà, c'est un peu genre défier la nature, façon de parler, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà, je sais pas, ça a l'air très triste, un peu dramatique, je sais pas. D'un côté, ça a l'air intéressant, d'un autre côté, ça risque de me trigger, donc
Pareil, j'attendrai les retours des gens sur celui-ci. Ensuite, sortira toujours le 15 mars pardon, chez Rivage. Pardon, je pense avoir un peu le nez pris. Tempête de Andrea Michaud, pardon, donc, qui est une écrivaine québécoise, si je ne me trompe pas, et d'ailleurs qui sera au Quai du Polar. Et du coup, je pense que j'en profiterai pour la découvrir, et honnêtement, celui-là, il me tente pas mal pour découvrir cette autrice, parce que je sais qu'elle est assez, aimée comme autrice, et moi, je ne l'ai jamais lue. Et comme elle sera là-bas, bah, je me dis, tiens, ça peut être l'occasion de prendre un petit poche là, voilà, qui viendra de sortir et de le faire dédicacer. Alors, donc dans Tempête, on va suivre 2 arcs narratifs en fait, sur 2 versants d'une montagne, voilà, d'une même montagne. Donc d'un côté, ah, tu l'as jamais lu, Karine? Ah oui, c'est vrai, Viviane, tu te rappelles de... Je me rappelle pas, moi, de sa sortie en grand format, tiens, c'est marrant. Je pense que, je sais pas, je faisais peut-être un blocage sur cette autrice, je sais pas pourquoi, c'est un peu con. Alors que celui-là, il me donne grave envie. Donc on va suivre d'un côté Marie, qui emménage dans une maison léguée par son oncle qui s'est récemment suicidé. Donc la montagne en question, c'est le Massif Bleu, c'est une montagne québécoise. Et donc d'un côté, on a Marie qui va emménager dans cette maison et qui va se retrouver confinée à cause d'une tempête de neige. Et pendant ce confinement, elle va vivre des phénomènes un peu, en tout cas d'apparence paranormale, et donc elle va finir par sombrer un petit peu dans la folie. Et de l'autre côté du versant, on va suivre Rick, qui était le prête-plume d'un écrivain qui s'appelait Chris Julian. Et cet écrivain s'est suicidé. Alors, est-ce que, parce que bon, je suis désolée, on est obligé de faire le rapprochement, est-ce que cet écrivain, c'est l'oncle de Marie, qui s'est lui aussi suicidé, ou est-ce que c'est une grosse coïncidence, ou est-ce que justement il y a un rapport avec le suicide? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, Rick, c'était le prête-plume. Donc c'est lui qui écrivait à sa place. Hein. Et puis, du coup, depuis qu'il s'est suicidé, Rick se retrouve un peu au chômage technique, mais il est déterminé. Bisous Malo, bonne nuit, merci d'être venu. Il est déterminé à poursuivre son manuscrit. Tant pis, voilà, l'écrivain, enfin disons l'auteur, on va dire, n'est plus là, mais l'écrivain, lui, est toujours là, et donc il va décider de continuer à travailler sur ce roman. Sauf que, pas loin, donc il va se rendre pour ça, en fait, ouais, voilà, il va se rendre à un camping, le camping du Massif Bleu, pour travailler sur le roman. Donc c'est là où, voilà, il se retrouve sur l'autre versant, côté camping. Et sauf qu'il va y avoir plusieurs meurtres qui vont avoir lieu au camping, et évidemment Rick va être soupçonné puisque c'est un étranger qui vient d'arriver. Et donc il va devoir enquêter pour mettre la main sur le véritable coupable. Et donc voilà, 2 histoires en parallèle qui n'ont a priori rien à voir. Comment vont-elles se regrouper? Ça a l'air grave cool. Ça a l'air grave cool. Pourquoi je suis passée à côté de ça, moi? Est-ce qu'il se passe qu'il y a eu des mauvais retours? Mais non, je ne m'en rappelle même pas. Donc voilà, si vous l'avez lu, dites-le moi. Mais en tout cas, moi, j'ai grave envie de le lire. Et du coup, sûr à 99%, on ne peut jamais être sûr à 100%, hein, que je l'achèterai au Quai du Polar, celui-ci. Voilà. Ça, au moins, je pourrais découvrir cette autrice. Sans trop me ruiner, en plus. Voilà pour celui-ci. Ouais, il me donne grave envie. Ensuite, un autre qui me donne pas mal envie, c'est Week-end entre amis de Nathalie Achard, qui sortira chez J'ai lu, toujours le 15 mars. Alors celui-là, en fait, la thématique me fait un peu penser à Promenons-nous dans les bois de Russower, où on était aussi en... Bon, je vais vous dire de quoi ça parle déjà. Donc en fait, on va suivre des amis, 5 amis eux aussi, donc il y a 2 hommes et 3 femmes. Voilà. Non, il y a 6 amis, parce qu'il y a Édouard en plus. Donc 3 hommes et 3 femmes. Voilà, égalité parfaite. Qui vont s'organiser un petit week-end, comme au bon vieux temps. Voilà, c'est des anciens amis, en fait. Ils vont se retrouver et ils vont décider de partir en week-end
Le souci, c'est que à peine il se retrouve donc en huis clos, quoi, un peu au milieu de nulle part, que la tension va commencer à monter, puisque voilà, il y a des petites mesquineries qui refont surface, des secrets, etc. Et en plus, apparemment, il y a une interdiction d'aller à la cave, il y a un inconnu qui arrive sans prévenir, voilà, et donc la zizanie se crée petit à petit entre les membres du groupe d'amis. Et voilà. Et moi, ça m'a trop fait penser à, ouais, ça me fait trop penser à Promenons-nous dans les bois de Rusware, où c'était un enterrement de vie de jeune fille et ça partait en couille aussi, un peu sur le même truc. Mais voilà. Mais moi, j'aime bien ce genre de truc, je sais pas pourquoi. Alors, pourtant, hein, souvent, ça peut arriver que ça, enfin souvent même, ça arrive que ce soit nul ce genre de choses, mais ça peut être cool aussi. Donc ouais, voilà. Ouais, il donne pas mal envie celui-là. Là, les deux d'affilée, là, des petits thrillers qui donnent pas mal envie en mode un peu divertissement, quoi. Par contre, ouais, pareil, celui-là, alors celui-là, je me souviens de sa sortie en grand format, mais je me souviens pas avoir vu de retour, ni négatif ni positif, en fait. Je me souviens pas avoir vu de retour sur celui-ci. Et coucou Monica, comment ça va? Donc, je peux pas dire. Je sais pas trop ce que ça vaut. À voir. On passe à la suite. J'accélère un peu parce que du coup, j'ai perdu du temps, ça m'énerve. Euh, Donc, on passe au 16 mars. Sortira Mensonge et Sortilège d'Elsa Morante. Celui-là, honnêtement, je pense pas que je l'achèterai. Alors, déjà, rien que le prix, mais surtout la taille, 1040 pages. Mais je sais pas, il m'intriguait quand même. Il m'intriguait, alors je vous l'ai mis. On va être dans une saga familiale, en fait. Ça va, il en reste plus beaucoup. On va être dans une saga familiale. On va suivre notamment Elisa. En fait, c'est Elisa qui va reconstituer son histoire familiale. Et qui va se rendre compte que cette histoire est dominée par un homme au charme ténébreux, qui s'appelle Eduardo Celentano di Paruta. Donc ça se passe en Sicile. Voilà. Et cet homme, c'est un riche héritier qui va un peu tisser sa toile finalement dans cette famille. Donc notamment en séduisant puis dédaignant sa cousine, en manipulant son ami, en attisant les jalousies et en élaborant de cruels stratagèmes. Et jusqu'à ce qu'on arrive à un drame. Quel drame, je ne sais pas, mais voilà. Ah ouais, du coup, ah oui, vous avez fini là, ça y est, c'est pour ça que pour ça que tu viens. Ouais, du coup, moi j'ai pas du tout, j'ai lu un petit peu avec vous tout à l'heure vers 18-19 heures là, j'ai lu un petit peu. Ça m'a permis de finir une nouvelle, la plus grosse nouvelle qui fait quand même environ 200 pages, un peu plus même, je pense. En liseuse, ça fait moins, ça fait 171 pages en liseuse, mais de Si ça saigne, la plus grosse nouvelle, c'est celle de Holly. Donc il me reste plus qu'une nouvelle du coup qui est un peu courte, donc je pense que je finirai. Mais voilà, bref, tout ça pour dire. Mais sinon, comme j'étais pas là cet après-midi et que là j'avais mon live, c'était mort pour lire. Mais bon, j'espère que du coup c'était cool, que vous avez bien lu. Donc voilà, écoutez, je suis assez curieuse de cette histoire d'homme là qui va tisser sa toile, machin, qui va faire plein de stratagèmes, je sais pas trop. Mais en même temps, honnêtement, j'avoue que plus de 1000 pages, je suis pas sûre. Vous avez vu qu'en grand format... Bah non, mais non, vous pouvez pas le voir, je suis con. En grand format, il fait 33,90 € le machin. C'est un truc de fou. Ah, mais c'est un vieux machin. Du monde entier de Gallimard. C'était chez Gallimard. J'ai l'impression que c'est une vieille couverture. Ah oui, c'est un vieux livre en fait qui est réédité. Ok, d'accord. Ah, je l'ai pas marqué alors. Je l'avais marqué pour Vénus Privé que c'était une réédition. Donc voilà, pour information, c'est une réédition. Ok, bah, c'est bon à savoir. C'est pour ça qu'il vaut aussi cher du coup, je pense. En grand format. Voilà pour celui-ci.
Bisous Magda, bonne nuit. Bisous, merci d'être venue. Ouais, mais je pense que c'est parce que c'est une vieille édition. À mon avis, c'est un truc un peu collector. Voilà. Tu penses ça a l'air d'être un gros pavasse aussi. Ensuite, toujours le 16 mars, chez 10-18 sortira Les Merveilles d'Elena Medel. Bon là, je me suis fait avoir par le côté féminisme, Annie Ernaux, tout ça. Encore une fois. Donc là, en fait, on va suivre en parallèle le destin de deux femmes, l'une en 1969, l'autre en 2018, toutes les deux à Madrid. Donc la première, c'est Maria en 1969 qui a abandonné famille et enfants pour servir des gens plus riches qu'elle. Et la deuxième, c'est Alicia en 2018 qui va se perdre dans un boulot et une relation précaire, les deux précaires, hein, c'est au pluriel. Voilà, donc deux trajectoires contrariées, deux femmes sous le joug d'un mari, d'un employeur, d'une condition sociale dont elles ne peuvent s'extraire et qui voudraient enfin un jour s'appartenir. Voilà. Bon, c'est évidemment un truc pour moi. Hein, voilà, en plus... Oula, je suis rouge. Va-t'en de là, le rouge. Voilà, en plus, ouais, relations toxiques, précarité, conditions sociales, le travail, tout ça, totalement... Ah ouais, c'est vrai, Elsa? Ah bon, il était en 2 tomes. Ah, il était en 2 tomes, celui d'avant, là, le... Ok. Le Elena... Non, pas du tout. Parce que je pensais à Elena Ferrante. Non, Elsa Morante. Du coup. D'ailleurs, Elsa, tiens, c'est marrant. Oui, c'est elle qui s'appelle Elena, du coup, en plus. C'est marrant. Ouais, franchement, celui-là, il a l'air grave cool. Il a l'air grave cool. Voilà, et en plus, on nous dit que... Voilà, que ça rappelle Annie Ernaux. Bon, on sait que comparaison n'est pas raison, surtout quand on parle de comparer des auteurs entre eux, hein, on le sait, mais bon, c'est vrai que ça a patte, hein. Ça a patte, ça marche toujours ça. Voilà. Voilà pour celui-ci. Alors, celui-là par contre, je me rappelle de sa sortie en grand format. Le guide Stephen King de Yannick Chazareng qui sortira le 22 mars chez Actu SF dans leur collection Helios. Donc c'est un documentaire, c'est tout simplement un guide de Stephen King, voilà, le nom, le thème est dans le titre. Hein. Donc Yannick Chazareng va nous donner des conseils de lecture sur Stephen King, nous faire un petit classement de ses tops, bon, c'est un peu subjectif mais voilà, des meilleures adaptations, de son rapport, de l'influence que King a eu sur la pop culture, des anecdotes autour de Stephen King et puis tout plein d'infos en tout genre, voilà. Coucou Karine, comment ça va? Donc ouais, clairement, je sais pas si je l'achèterai, mais ça a l'air cool. Moi, de toute façon, tout ce qui touche à Stephen King, voilà. Déjà, d'ailleurs, il y a le pop icon là que j'ai offert à Kim, mais que j'aimerais bien lire quand même aussi. la biographie non officielle, la pop icon, elle a l'air grave cool aussi. J'ai failli, d'ailleurs, j'ai failli la lire pour la nuit Stephen King, mais bon, je me suis dit, hein, je vais lire si ça saigne, parce que je voulais vraiment lire la nouvelle de Holly avant que le livre Holly sorte. Donc voilà pour celui-ci. Bon, je m'étale pas dessus, hein, on a compris le principe. Alors, de nouveau au livre de poche, toujours le 22 mars, sortira Poupée de Éléonore Pouria. Donc là, on va suivre, je sais pas pourquoi, ça me fait un peu penser à mon amie prodigieuse, alors que c'est pas du tout le même, pas du tout le même truc, mais bon. On va suivre Joy et Stella, qui sont donc dans les années 80, elles sont adolescentes. Elles sont toutes les deux passionnées par David Bowie, elles partagent beaucoup de choses, elles font beaucoup de soirées, elles font le mur, elles partent en vacances. Donc ça se passe aux États-Unis, hein, je précise. C'est vrai que c'est pas. Pourtant, Éléonore Pouria, c'est plutôt français, mais bon. Vacances à Long Island. Ah non,
Ça se passe en France et aux États-Unis. Apparemment, il y a... C'est entre les deux, quoi. Et un jour, pendant un nouvel été passé ensemble, Stella va disparaître. Elle va disparaître, mais... alors, je sais pas, on nous dit disparaître sans un mot. Je sais pas si elle va disparaître en mode on va la chercher, il va y avoir une enquête ou quoi, ou si elle va juste disparaître en mode ben je coupe les ponts et je veux plus te parler, quoi. On ne sait pas trop. Mais toujours est-il que on va retrouver... Bisous Karine, bonne nuit. Merci d'être venue. Merci Balian pour ton suivi. J'ai peur de ce pseudo, mais bon, on verra bien. Une modote s'en va, une autre arrive. Donc, et on va retrouver... Merci Mimi pour ton suivi. On va retrouver Joy, donc 30 ans plus tard, donc de nos jours, hein, tout simplement, qui n'a jamais oublié donc la disparition de Stella et qui va chercher à comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Et en fait, on va découvrir, ça qui est intéressant, c'est qu'on va découvrir les différentes versions d'une même histoire. Donc peut-être la version de Joy et celle de Stella, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi ça m'intéresse. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui fait que, il y a un truc qui fait que ça me fait penser à l'amie prodigieuse. Il y a un truc qui m'attire dans cette histoire-là. Donc je sais pas. À voir, à voir, à voir. Pour celui-ci. Alors celui-là je l'ai mis parce que je vais le recevoir en SP. Vous allez vous foutre de moi encore. The Runway. Le tome 1 de Irachel et Nogdu. Alors en fait, Irachel, c'est pas l'auteur du manga. Irachel, c'est l'auteur, ou l'autrice d'ailleurs, je pense que c'est une autrice, d'un roman, puisque c'est un manga, enfin c'est un manhwa, très précisément, manga coréen, qui est adapté d'un roman à la base, et qui a eu un succès de dingue sur Webtoon. Donc vous savez, Webtoon, c'est cette fameuse plateforme où on peut lire des mangas, des bandes dessinées d'une façon générale en ligne. Et donc d'où est tiré par exemple l'Or Olympus, voilà, qui a eu un gros succès, Solo Leveling, enfin voilà, des webtoons, donc, puisque maintenant on appelle ça communément des webtoons, qui ont été adaptés ensuite en papier. Et ah, ça lag, j'espère que ça va pas couper encore. Ah, ça lag sévère. Désolée pour le lag, les gens. J'ai un gros problème de connexion ce soir. Voilà. J'espère que ça bug pas chez vous, mais là d'un coup, je suis en rouge pétard et en image perdue de ouf. Ça va couper. Ah, ça a coupé. Hop, 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 hop. Hop, je vais mettre... Ça a coupé, vous pouvez rafraîchir la page. Rafraîchir la page. Voilà, ou quitter, revenir. Donc je disais... On va essayer de finir avant que ça parte en live, cette connexion. Non, ça n'a toujours pas. C'est reparti. Est-ce qu'on va y arriver? En plus, j'enregistre pour YouTube. Ah, quelle misère. Quelle misère. Donc, je disais... Attends, en plus, il y avait du monde là. Donc, ouais, c'est un webtoon là qui a eu un grand succès, The Runway, en fait. Alors, c'est une romance. Alors, pour le coup, on va pas être dans un synopsis très original, hein. Puisque on va suivre Ji-Han, qui un jour est parti en vacances. Alors ça se passe en Corée du Sud, hein. Un jour, Ji-Han est parti en vacances à Paris. Donc oui, si on voit la Tour Eiffel. Bisous Viviane, bonne nuit. Bon, de toute façon, c'est bientôt la fin, là, on approche de la fin. Il en reste... C'est l'avant-dernier. Voilà, c'est l'avant-dernier. Bisous, merci d'être venu en tout cas. Donc oui, on voit la Tour Eiffel sur la couverture, hein, c'est pas un hasard.
Donc Jian, en vacances à Paris, a eu une relation d'un soir avec un homme. Voilà. Et il se trouve que en revenant en Corée, quelque temps plus tard, après être revenue en Corée, elle va avoir un nouveau patron et un nouveau voisin. Alors j'aime bien les coïncidences de ouf. Non seulement c'est son nouveau patron, mais en plus c'est son nouveau voisin, sinon c'est pas drôle. Et évidemment, hein, je vous le donne en mille, qui c'est c'est la fameuse relation d'un soir. Sauf que Jian, elle n'a pas envie que ça se sache parce que c'est quand même son patron, donc c'est moyen, et donc elle va tout faire pour garder ce secret pour pas qu'il la reconnaisse. Voilà. Donc apparemment c'est basé sur un roman à succès. Et voilà, c'est resté en haut du classement des lectures préférées sur Webtoon pendant des mois. Et donc là, en fait, ça va être adapté par K-World, qui est donc la fameuse maison d'édition avec laquelle je suis en partenariat. Donc, qui sortent en fait beaucoup de... Alors, qui sortaient des romans autour de la K-pop, des K-dramas, tout ça. Donc, voilà, autour de la Corée du Sud d'une façon générale. Ils ont aussi une collection plus documentaire. Donc ça peut être des guides de voyage, des recettes de cuisine, des choses comme ça, ou des biographies de stars de la K-pop par exemple. Hein, voilà, et ils ont une collection roman. Ils ont aussi un magazine, bon ils ont beaucoup de choses. Et là, ils ont décidé donc de sortir une collection de webtoons, de manhwa en fait. Parce que eux, c'est vraiment... Parce que webtoon, il y a tout. Hein. Ça peut être japonais, coréen, même américain. Voilà, l'Euro-Olympus, par exemple, c'est américain, si je ne me trompe pas. Ou anglais, je ne sais plus. Bref, mais eux, ils vont... Voilà, K-World, évidemment, comme leur nom l'indique, ils vont vraiment se spécialiser pardon, dans les manhwas. Et donc, je vais avoir la chance de recevoir, voilà, ce premier tome de The Runaway. C'est pas spécialement... alors, moi, j'adore hein, les mangas et tout ça. Ça, il n'y a pas de souci. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai dit, oui, je veux, je veux. Je savais pas du tout de quoi ça parlait. C'est pas spécialement le genre mon genre que j'aime, hein, la romance comme ça. En plus, ça a l'air très new romance. En plus, le patron, l'employé, tout ça. Très K-drama aussi, hein, ce genre de relation-là. Mais pourquoi pas, ça peut être rigolo. Donc voilà, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Et enfin, le dernier. Donc je sais pas du tout combien il y aura de tomes. Par contre, c'est pas indiqué. En fait, c'est en cours parce que ça n'a pas été édité en papier. C'est la première fois en fait. Donc c'est des chapitres. Et c'est en cours d'édition. Donc il n'y a pas de tome pour l'instant. Donc on ne sait pas. Le dernier, c'est Body Language de A.K. Turner. Pareil, celui-là, j'en ai jamais entendu parler. Je suis pas sûre que j'irai vers celui-ci, honnêtement, mais je l'ai mis parce que je sais pas, le personnage me plaisait bien, il me faisait un peu penser à Lisbeth Salander en fait. Donc ça sort le 29 mars au livre de poche. Et donc là, on va être à Londres dans une morgue, puisque on va suivre Cassie qui est technicienne à la morgue. En fait, elle prépare les corps et assiste le médecin légiste. Et elle est vraiment dans le stéréotype de la fille bizarre, très gothique, avec plein de piercings, de tatouages. C'est pour ça que ça me fait penser à Lisbeth Salander aussi. Bisous, bonne nuit les filles, bonne soirée, merci d'être venues. Bon, c'est la fin là. Et en fait, elle est un peu médium, cette fille, puisqu'elle est persuadée que les morts nous parlent. Et donc, elle peut communiquer avec les morts. Et en fait, elle aide un peu des gens par rapport à ça. Et un jour, elle va avoir comme cliente, entre guillemets, une ancienne prof qui l'avait aidée à sortir de la drogue, puisque donc notre Cassie est une ancienne droguée. Et en fait, elle va faire appel à elle, puisque... Ah non, pardon, elle va pas faire appel à elle, puisqu'elle est morte. Je suis con. La fille lit mal les résumés. C'est un truc de fou. Parce qu'en fait, il se trouve donc que cette ancienne prof est décédée. Apparemment, c'est un accident par noyade, sauf que Cassie est persuadée que c'est un assassinat, et donc parce qu'elle peut communiquer avec elle. En tout cas, elle est persuadée de pouvoir communiquer avec elle. Elle est persuadée que c'est un assassinat. Le souci, c'est que elle va avoir du mal à prouver ça à la police, quoi. Si, je vous jure, c'est elle qui me l'a dit.
Voilà, donc c'est le premier tome d'une trilogie. Donc on va suivre, d'ailleurs on va suivre deux femmes, puisqu'on va suivre donc Cassie, mais on va suivre aussi une lieutenante de police, voilà, qui s'appelle Flight. Et qui va être persuadée d'ailleurs que Cassie a volé un cadavre. Voilà, bah oui, parce que je pense que il s'agit du cadavre de la prof, du coup. Voilà, bon, apparemment c'est un peu décalé. Voilà. J'aime bien parce que Collectif Polar, leur commentaire, c'est tout est parfaitement réaliste. Je sais pas si c'est ironique ou pas. Mais bon, bref, voilà. Donc c'est le premier tome d'une trilogie. Je sais pas trop parce que je suis très attirée par le personnage de Cassie et en même temps je suis pas sûre d'aimer l'humour noir décalé, alors voilà, je sais pas, mais je vous l'ai mis quand même. Et puis voilà, ben, c'était la dernière sortie, le 29 mars. Du coup, on revient par ici, voilà. Donc, on va dire au revoir à YouTube qui, de toute façon, aura un petit montage pour éviter les petits problèmes. Et donc, bah voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine, du coup, ce sera les sorties grand format. Voilà, évidemment. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez pris quelques notes, que vous aurez noté quelques sorties de votre côté, en tout cas. Et donc, je vous dis à la prochaine vidéo.